J'ai le souvenir d'un coup au sol avec perte de connaissance un peu violent. Sur cette saison 2, on va un peu changer notre fusil d'épaule et on va traiter d'un sujet qui me parle, qui nous parle tous maintenant, qui est le downfall, qui est à quel point ce sport est ingrat. Mais si vous venez à Montréal, j'ai un 4x8 places, on peut faire ensemble les repérages. Et on se retrouve avec Georges Saint-Pierre à aller faire tous les repérages pendant 2 jours. Je fais valider à Cyril avant n'importe qui est Jones dans la série. Et il me dit, putain, j'ai entendu des gens dire, putain, c'est pas vraiment comme ça la vraie vie d'un combattant. Ce à quoi Baki leur a dit, mais tu sais que c'est pas intéressant du tout, la vraie vie du combattant. Il s'allume des trucs où tu dors 3 mois si tu le fumes. Il fume ça, et alors là... c'est Mike, que la rigolade, que des blagues. Et là, c'est le moment où tu peux appeler tous tes potes en FaceTime pour dire regarde qui je suis. Avec Mike. Salut à tous et bienvenue sur Jab Live pour une nouvelle grande interview. Alors que le tournage de la saison 2 de la série La Cage touche à sa fin, son réalisateur Franck Gastambide est venu nous rendre visite dans les studios Recordia à Nice il y a quelques semaines pour évoquer sa série autour du MMA qui a connu un succès populaire à travers la planète. Le réalisateur-acteur, à qui on doit aussi les films Les Kaira, Taxi 5, Medellin, Pattaya ou encore la série Validé, fait le point sur sa série entre le succès de la saison 1, quelques exclusivités sur la saison 2, les critiques qu'a connues la première saison et bien sûr les souvenirs de tournage avec Jon Jones, Georges Saint-Pierre ou encore Mike Tyson. Franck Gastambide en interview pour Jab Life. C'est parti, générique. Comment ça va, monsieur Franck Gastambide? Ça va très bien, très content d'être là, très content d'être dans un podcast que je regarde. Tu sais, c'est toujours très chelou quand t'es invité dans un endroit que tu as l'habitude de voir dans ton téléphone ou sur ton ordi. Donc, très content d'être là. Eh ben, c'est un plaisir partagé. On va parler, je le disais, la tournage de La Cage 2, la saison 2 qui avait été tout de suite renouvelée par Netflix quelques jours après le démarrage de la 1. Est en cours, c'est ça? On est en cours de tournage? Ouais, on est quasiment à la moitié, c'est-à-dire 8 semaines, et il en reste 8 ou 9 si tout va bien. Beaucoup de Paris, un peu de Thaïlande, ouais, d'autres voyages que je peux pas encore dévoiler parce que sinon vous allez tout de suite vous rendre compte de quel guest il s'agit, mais ouais, c'est le coup de 3 mois et demi de tournage. C'est une grosse aventure avec 1 an d'écriture avant, de la prépa. Bon, en général, c'est un peu plus d'1 année de vie quoi, que je mets dans un projet comme celui-là. Tu peux pas nous dire tous les guests, tu l'as dit, je le comprends, bien sûr, tu vas pas tout dévoiler, mais est-ce que tu as des petits noms que tu peux déjà quand même nous dévoiler sur qui on pourra voir dans cette saison 2? Ouais, il y a ceux sur lesquels on a déjà communiqué. Il y a Baki, il y a Fares Ziam. Puisqu'on est à Nice, il y a Axel Sola, il y a Virgile aussi qui sont là. Il y a Taylor Lapillus qui a double emploi parce qu'il fait des petits clins d'œil en tant qu'acteur, mais il est aussi commentateur puisqu'il reprend son rôle avec Antoine Simon et il est surtout mon chorégraphe des combats. Ouais, c'est ça qu'il faisait déjà dans la saison 1, donc exactement. C'est lui qui continue de chorégraphier ça. Bah ouais, parce que c'était plutôt bien, puis on va continuer de s'améliorer sur cette 2e saison en écoutant les critiques quand elles sont plutôt bienveillantes et puis en essayant de s'améliorer. Donc, chacun est à son poste. Antoine Simon fait partie un peu de mes conseillers. Aldric, ton alter ego, est aussi maintenant dans cette équipe de conseillers. Aldric, pour être concret, c'est un peu celui qui me donne des conseils sur mon jeu à moi d'acteur en tant que coach, et puis surtout qui peaufine un peu les dialogues de manière à ce que je dise pas de bêtises et qu'il y apporte lui un peu sa science. Ouais, voilà. Il apporte son côté coach, à toi ton rôle de coach dans cette série-là. Écoute, j'essaye de m'entourer de plein de gens compétents. C'était déjà le cas sur la saison 1. Avant de commencer l'écriture de la saison 1, j'ai beaucoup parlé. Fernand Lopez qui m'a consacré beaucoup de temps au départ, Cyril Gann qui m'a consacré beaucoup de temps, je peux te citer aussi Guillaume Pelletier, je peux te citer beaucoup de combattants avec qui j'ai discuté, Hatch aussi avec qui j'ai discuté, et puis ma petite fierté sur la saison 1, ça avait été de réussir à rassembler un peu tout ce petit monde qui parfois s'entend pas vraiment entre eux comme tu le sais, et qui sont tous venus me donner un coup de main en se disant ça va faire du bien à notre sport, cette série. Donc voilà, on réitère sur cette saison 2 en essayant de faire encore mieux. C'est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est d'avoir réuni aussi cette famille du MMA. Comment toi, tu as appréhendé on sait que tu vois, je te citais la série Validée, donc tu avais déjà fait dans un univers qui était le rap et le hip-hop. Ouais. Il y a une grosse différence. Enfin, tu vois, tu as trouvé l'accueil du monde du MMA très ouvert, tu vois. Ouais. Parce que c'est un monde, des fois, qu'on trouve un peu fermé, tu vois, qui est un peu sur lui-même. Donc, comment t'as été accueilli dans avec tout ça? Des similitudes sur le milieu du rap. Quand je fais Valider, je passe 3 années de ma vie dans le milieu du rap, immergé, avec des gens pas toujours simples, évidemment, parce que d'un coup, tu touches à quelque chose qui est leur vie. Et pour le MMA, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que
quand tu te dis, OK, j'ai envie de faire une série sur le MMA parce que c'est assez fou, mais aucune grande plateforme actuelle n'a fait une série sur le MMA. Et c'était assez fou de me dire, mais il n'y a pas un mec dans un bureau à Los Angeles, à San Francisco, au Brésil, qui se dit, mais il faut qu'on fasse une série sur le MMA. C'est un sport maintenant qui a révolutionné le monde du sport de combat. Et t'as eu une réponse à ça? Enfin, c'est vrai que ça fait bizarre qu'il n'y ait pas un Brésilien ou un Américain qui ait vraiment tenté, comme tu dis, sur une grosse plateforme, parce qu'il y avait eu des petits essais sur des petites séries, mais tu vois, Ouais. un truc très blockbuster, quoi. Bah écoute, non, j'ai jamais eu cette réponse. Ce que je sais en revanche maintenant, c'est qu'il y en a plein qui sont en préparation, donc suite au succès de la cage. Ça, c'est les gens de Netflix qui m'expliquent qu'il y a plusieurs pays qui sont en train de lancer des projets autour du MMA. Je suis très fier de ça, d'avoir insufflé ça. Insufflé. Mais la raison pour laquelle ça n'avait pas été fait, hormis un côté financier, parce que ça coûte très cher de faire une série comme celle-là, ça coûte très cher en effets spéciaux parce qu'il faut reproduire les stadiums, il faut reproduire la foule. Il y a des tas de risques auxquels on ne pense pas quand on commence à travailler, mais le risque de la blessure, par exemple, d'abord trouver un acteur qui soit bon acteur et bon combattant, ce qui est vraiment très compliqué, qui ne va pas pouvoir être doublé, parce que moi, quand je fais des scènes de bagarre au cinéma, 9 fois sur 10, c'est pas moi qui l'a fait. Même si je veux, l'assurance ne veut pas. Tout simplement parce que si je me blesse, l'intégralité du tournage s'arrête. Et c'est une catastrophe financière. Là, en l'occurrence, si mon acteur principal se blesse, c'est pareil, on arrête tout. Donc, c'est plutôt compliqué à faire, c'est coûteux à faire. Mais on sait bien que les productions étrangères, américaines en l'occurrence, auraient complètement eu les moyens de le faire. Donc, oui, même quand on s'est rapproché de l'UFC en leur disant on va avoir besoin de votre coup de main parce qu'on va parler de l'UFC dans cette série, ils nous ont pas dit ah bah non, il y a quelque chose qui est en chantier qui va se faire. Donc j'ai jamais vraiment eu la réponse de pourquoi on est les premiers en France à faire une série pour une grande plateforme sur le MMA. Mais Cocorico, on est très fiers. Puis par contre, tu as ouvert une voie, puisque si tu le dis, tu vois, il y a plusieurs pays qui s'y mettent, donc ça veut dire qu'ils ont vu le succès et qu'ils se disent, bon, bah en fait, il y a moyen d'être dans ce milieu et de faire ça. Et cet accueil donc, du milieu, pour revenir à ma question, comment tu l'as trouvé, cet accueil du milieu du MMA? Et honnêtement, je n'ai pas sollicité une seule personne dans le milieu du MMA qui m'a pas tendu la main. Voilà, je n'ai eu que des encouragements, de l'envie de participer, des conseils, des connexions quand j'en avais besoin. Je te cite Fernand Lopez parce que à ce moment-là, je commence à m'entraîner au Factory, et je suis proche de Cyril Gane, et que quand je suis dans les prémices de ma réflexion j'adorerais faire un peu le validé du MMA, c'est-à-dire raconter un personnage de fiction qui évolue dans la vraie vie, dans le vrai monde. Je l'ai fait pour le rap, et là, je voulais le faire pour le MMA, qui est mon autre grande passion. Et là, la question se pose de qui je m'entoure pour pas faire de bêtises, pour pas dire de bêtises, même si c'est de la fiction et que des bêtises, tu vas en raconter un petit peu parce que c'est nécessaire pour la fiction et pour que ça soit cool à regarder. Comment je fais pour m'entourer des meilleures personnes? Très vite, je parle à Cyril, très vite, je parle à Fernand Lopez, très vite, Fernand Lopez me dit tu peux parler à lui, et puis je parle à Hatch, qui parle pas à Lopez, mais qui veut bien quand même participer et m'aider. Et puis en ce moment, je parle beaucoup avec Guillaume Pelletier, et je parle avec Aldric aussi parce que j'ai besoin de plein de trucs très techniques. Et au final, je me suis entouré que de gens qui étaient volontaires, mais j'ai pas eu une seule mauvaise expérience dans le milieu du MMA. Il n'y a pas une personne qui m'a dit non, je refuse de participer à cette aventure. Non, pas une seule fois. Au contraire, j'ai senti que les gens étaient plutôt... et puis surtout que la première fois que j'en parle, c'est il y a 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, parce que tu sais, les gens ont dit parfois, ah bah, comme par hasard, il sort une série sur le MMA quand c'est à la mode. Mais pour que ça sorte quand c'est à la mode, ça veut dire que 5 ans en arrière, moi, je vais voir Netflix. Pas 2 semaines à faire. Ouais. Ben oui. Et 5 ans en arrière, je vais voir Netflix et je leur dis, il faudrait faire une série sur le MMA. Et... Donc, t'es même pré-légalisation en France quand tu oui. Ouais. Ah bah bien sûr. Ouais. Moi, je vis la légalisation comme un espèce de rêve de gosse. Moi, quand je vois les 3 lettres UFC devant Bercy, je vais faire mes photos devant la veille. Enfin, on l'a tous fait. Ouais, j'étais presque ému de voir ça parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je dois aller à l'étranger pour voir ces 3 belles lettres rouges devant un palais omnisport, tu vois. Donc, quand j'en parle à Netflix, ils n'ont aucune idée de ce qu'est ce sport, en fait. Et puis, comme plein de gens, ils ont aussi beaucoup d'a priori sur ce sport. Et donc, comment on va en faire une série mainstream parce que Netflix, c'est mainstream. Netflix, on doit rassembler du monde. Comment on va en faire une série qui va
plaire aux gens, même les gens qui n'aiment pas forcément les sports de combat. C'était ça ma grosse mission. Donc, il a fallu aussi convaincre ces gens que venez, on lance un développement de cette série, faites-moi confiance, j'ai envie que ce soit mon plus gros projet après validé. Je vous promets que quand la série sortira, ce sport sera à son apogée, il faut que vous me fassiez confiance, il se passe des belles choses autour de ce sport. Et donc, je suis le premier à aller frapper à toutes les portes des gens dont j'ai envie de m'entourer dans le milieu du MMA français, de leur dire, je vais faire ça, qui en est, qui vient me donner un coup de main, qui veut bien montrer sa tête dedans. Et je n'ai eu que des portes ouvertes. Non, pas un refus. Non. Et c'est sans aller dans le truc des comparaisons ou machin, mais c'était plus ouvert que le rap. Ouais, le rap, c'est beaucoup plus compliqué. Le rap, c'est compliqué. Il faut en permanence prouver une espèce de... Street cred. Ouais, il y a la street cred, et puis il y a... alors que c'est une erreur d'ailleurs de penser comme ça, mais quelle est ta légitimité à faire une série sur le rap ? Et puis après, pour certains, quelle est sa légitimité à faire une série sur le MMA ? Ta légitimité, elle vient de ta passion. Scorsese, et je ne me compare évidemment pas du tout à Scorsese, a fait les plus grands films sur la mafia sans avoir été dans la mafia. Donc, je ne pense pas que George Lucas a été... astronaute dans... Oui, non mais voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est juste ton amour pour le sujet que tu vas traiter, parce que, en vérité, je vais y passer des mois et des années de ma vie, moi, dans ce milieu du rap, puis dans ce milieu du MMA. Donc, il faut que j'aime profondément ça. Mais oui, le milieu du rap est un milieu, évidemment, moins... J'allais dire... je choisis mes mots pour pas avoir de problème. Moins rigoureux. Évidemment qu'un rappeur n'a pas la même hygiène de vie qu'un athlète de haut niveau. Donc évidemment que le rappeur, il va tendance à arriver très en retard sur ton tournage, alors que le sportif de haut niveau, il est parfois même en avance parce qu'il s'est entraîné avant de venir. Ça va avec son éthique de travail. Ouais. Et puis si tu veux, moi je travaille avec les mêmes équipes depuis quasiment 15 ans. Les gens qui ont fait les carrières, c'est les mêmes gens qui sont en train de faire la cage avec moi et qui ont fait valider avant. Et quand les filles des costumes ou les filles du maquillage, je leur dis « ça va les filles, aucun problème avec personne », ils te disent tous « mais ils sont tous adorables, ils sont tous timides » et ils te parlent des combattants. C'est des nounours presque. C'est des nounours. Ouais. Et j'ai eu des jours de tournage où j'avais sur mon plateau quelques-uns des mecs les plus dangereux de France à main nue, peut-être même du monde parfois, tu vois. Quand t'as des journées où j'ai Abdul et Cyril Gann qui croisent d'autres combattants, enfin, il y a vraiment des jours où j'avais des mecs... et c'est les plus gentils, et les mecs sont à l'heure, et toutes les équipes les adorent. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas le même confort de tournage parce que le milieu du rap est malgré tout un milieu un peu plus dur et un milieu parfois moins discipliné parce que leur art, qui est la musique, nécessite moins de sérieux qu'un combattant. Un rappeur qui arrive... qui n'a pas beaucoup travaillé, il va quand même pouvoir sortir un album, il va quand même pouvoir faire un concert. Un combattant qui n'a pas travaillé, qui rentre dans la cage, tu connais les conséquences. Donc, c'est pas les mêmes états d'esprit. J'ai adoré faire valider et je suis très fier de cette série. Mais en termes de tournage, oui, faire la cage, c'est plus facile. Cette saison 2, tu vas pas pouvoir nous donner le pitch, c'est normal, mais est-ce qu'on va être surpris par l'histoire ? Est-ce que ça va beaucoup changer de ce qu'on a eu dans la 1 ? Et est-ce que tout se passe bien pour toi ? C'est-à-dire, est-ce que tout ce que tu voulais faire quand tu as écrit le scénario, c'est en train de se matérialiser ? Ouais, d'abord, évidemment, on tire des enseignements de la saison 1, qui était on l'a dit en préambule, qui était quelque chose de nouveau pour tout le monde, pour les techniciens, pour le diffuseur, pour le monteur, pour les acteurs. Ok, comment on va tourner des combats de MMA ? Comment on va faire pour que la ménagère à Clermont-Ferrand, qui a jamais vu de MMA, elle soit quand même prise dans l'histoire, dans le récit de ce héros, y compris... puisque là, on est dans un podcast de spécialistes, y compris sur les phases de sol. Comment je fais pour filmer du sol pour que ce soit intéressant pour des gens qui ne connaissent pas le MMA, tu vois, et qui parfois même ont des a priori. Comment je fais pour que ça soit intéressant, pour qu'on comprenne que c'est un espèce de jeu d'échecs incroyable, ce sport, et que ça soit pas juste deux mecs qui se roulent l'un sur l'autre, tu vois. Donc, on a appris, on a peaufiné, autant avec Taylor Lapillus sur la manière dont on va chorégraphier les combats, que mes équipes, au cadre, au Steadicam, comment on fait pour que ce soit bien. Et puis ensuite, on a fait ce qu'on a pu, on fait de notre mieux, mais parfois, évidemment, il y a des choses moins bien. Donc, on tire des enseignements de cette saison 1 pour faire mieux dans cette saison 2.
Et toute la première partie de tournage, je sais qu'on est en train de faire du travail qui est de meilleure qualité que la saison 1 parce qu'on est meilleur, quoi. Les techniciens, les équipes, les comédiens, les chorégraphes, on est meilleurs. Donc, j'ai bon espoir que ce soit mieux. Et concernant l'intrigue, ce que je peux te dire, c'est que la saison 1 racontait l'ascension d'un mec en qui personne ne croit. C'est un peu comme ma référence ultime qui est Rocky, tu vois, cette espèce de loser en qui personne ne croit et qui va avoir une opportunité incroyable. Sur cette saison 2, on va un peu changer notre fusil d'épaule et on va traiter d'un sujet qui nous parle tous maintenant, qui est le downfall, qui est à quel point ce sport est ingrat. Les montagnes russes. Ouais. Et à quel point on t'aime tant que tu gagnes et tu vas être la risée de tous les réseaux sociaux si tu prends un KO un peu difficile. Évidemment que c'était aussi très inspiré de ce que j'ai pu connaître en étant proche de Cyril après sa défaite contre Jones, où il y a d'un coup une espèce d'injustice terrible, où ce mec que tout le monde aime, d'un coup, on prononce presque plus son nom, alors qu'il a perdu contre un mec contre qui tout le monde a perdu, tu vois. C'est la phrase de Taylor, hein. On t'aime le lundi, on te déteste le mardi. Je la connaissais pas, mais c'est tellement ça. Et c'est un vrai sujet. Donc là, cette saison va parler de ça, va parler aussi de ce que c'est d'être une star du MMA, de ce que c'est d'être confronté à la notoriété, aux conséquences de la notoriété, à la gestion psychologique de la pression de ce sport, de ces médias. Parce que moi, en étant proche de plein de combattants, dont je suis fan, et je sais qu'on a la même définition, toi et moi, de ces combattants, c'est des super-héros. Je suis ultra impressionné par ces mecs. Je suis fan de tous ces mecs. Je suis impressionné, quoi, tu vois. Et c'est tellement dur quand ça se passe pas comme ils ont prévu, et le public est parfois tellement dur et tellement injuste que je voulais m'intéresser aux conséquences psychologiques. Et donc, cette saison 2, on va rentrer à l'intérieur du cerveau d'un combattant qui est un combattant connu, qui a du succès et qui va connaître des victoires, des échecs, et comment il va se relever de ça. Voilà, l'exclu que je te donne, c'est ça, c'est qu'on va être dans ce sujet qui est, à mon avis, passionnant, qui est tristement dans l'air du temps aussi. C'est que, voilà, on t'aime aussi vite qu'on te déteste. Et puis le jeu terrible des réseaux sociaux qui est, tu le sais, faire une vidéo où on va critiquer, va faire plus de vues et va être meilleur même pour ta monétisation de TikTok. Et donc, tu rentres dans cette espèce de jeu ultra malsain de « Regardez cette vidéo, il défonce Cyril Gane » ou « Il défonce… bon, je vais pas citer les noms, ils vont pas aimer que je les cite pour ça, mais tu vois ce que je veux dire, où on va d'un coup s'en prendre à quelqu'un avec des mots excessifs, parfois extrêmement injustes, parce qu'on sait que ça va générer du like, ça va générer des vues, on va se les envoyer. Et à l'inverse, tu fais une vidéo pour dire « Je suis pas d'accord avec vous, c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est quand même un grand combattant ». Cette vidéo, en général, va être celle qui va pas être le plus vue. Donc, cette saison 2 va parler de toutes ces complications d'être une star du MMA. Mais tu sais, moi, j'ai passé les coups de gueule récemment sur ça, dans Jab Life, et des fois, on me le reproche, tu vois, sur les réseaux, et on vient me dire, mais pourquoi t'es pas plus méchant ? Parce que c'est des super-héros pour moi, et j'ai toujours un immense respect pour les combattants. On peut être dans la critique constructive, je suis analyste aussi de ces sports de combat, et je pense en avoir la légitimité vu le temps que je regarde ça. Mais la méchanceté pour être méchant, avec des gars qui sacrifient autant dans leur vie, c'est pas chez moi, les gars. Enfin, ce sera jamais chez moi. Mais tu sais que c'est... Et moi, je pense qu'à long terme, c'est toi qui as raison. Mais tu sais qu'en ce moment, une vidéo où on dit du mal va être une vidéo bien plus vue. Ouais, non, c'est hyper intéressant, en fait, que tu prennes cet angle-là aussi pour cette série-là, parce que je pense que c'est un truc du moment, quoi. C'est un truc du moment dans le combat, comme dans le reste de la société, mais que tu retrouves beaucoup, beaucoup dans le combat. Vraiment, il y a cette tendance à on attend la contre-perf et on y va, on défonce. Ouais. Et puis cette espèce de risque permanent que prend un combattant qui a un bon scoring, du risque de la défaite. C'est tellement une pression terrible, quoi. Tu vois, c'est que ta carrière va basculer. Tu sais d'un coup que potentiellement c'est mort pour l'UFC. Tu sais que alors que t'étais peut-être en liste. Enfin, voilà, tout ça m'intéressait beaucoup. Bon, cette saison 2, elle va raconter un mec qui doit rentrer à l'UFC. Et ils me disent tous, et est-ce qu'il va y rentrer ? Bon, je peux pas te donner la réponse, mais en fait, c'est le vrai sujet, en fait, tu vois. C'est que ce sport nécessite tellement c'est tellement de pression psychologique que je voulais qu'on parle de ça dans cette saison 2. Et puis, tu le sais, moi, mon film de chevet, ma saga de chevet, c'est Rocky.
Rocky 3, c'est un petit peu mon inspiration pour cette saison 2, c'est-à-dire l'embourgeoisement, le mec qui est déjà arrivé, et puis le downfall, des désillusions, le public dont tu étais sûr qu'il t'aimait, qui finalement t'aime plus, ces gens qui étaient avec toi, et puis ta défaite, elle est un peu humiliante, donc d'un coup tout le monde se retourne. Bon, c'est le MMA actuel, ça. Donc je voulais en parler dans cette saison 2. C'est quoi la phrase dans Rocky 3 ? Il t'est arrivé ce qu'il arrive de pire à un combattant, tu t'es embourgeoisé. C'est Mickey qui le dit. Exactement. C'est cette phase-là. Mais oui, tu as tout ça. Tu sais, nous, en étant avec Aldric dans ce projet-là, quand Manon a perdu à Montréal, il y a des mecs qui m'envoyaient des DM perso à moi. Tiens, alors, tu vois. Bien sûr. Alors, bien sûr. Il y en a deux. Je vais pas répondre à tout le monde, ça sert à rien. Mais il y en a, ok, je leur ai répondu. Elle a fait 2 fois 48-47 contre la meilleure combattante de l'histoire. Bien sûr. Si vous pensez que c'est nanani nananaire, vous avez rien compris. Évidemment. Avec les sacrifices qu'elle a fait pour en arriver là, vous avez absolument rien compris à ce qu'est un combattant, en fait, en soi. Et quand toi, tu parles des DM que tu as reçus, imagine ceux d'Aldric et ceux de Manon. Je sais bien. Et ils ont bien fait de se couper aussi un peu quelque temps des réseaux parce que c'est le seul moyen, c'est d'éteindre le téléphone, en vrai. C'est ça. Sinon, c'est dur. Donc, tout ça est un vrai sujet. Et voilà pourquoi, dans cette saison 2, je voulais qu'on se parle de tout ça. Parce que c'est un problème, quoi. C'est un problème, et c'est un problème qui a des conséquences sur le cerveau de ces combattants, de nos combattants, qu'on est censé aimer, et aimer aussi quand il y a un faux pas, quoi. Tu vois ? Et il y en a, ils peuvent aller loin, dans la déprime et tout à cause de ce genre de choses. Donc c'est hyper important, je pense, d'en parler. T'as une ordre d'idée de la date de sortie ? C'est déjà défini ou pas ? Écoute, il est probable que ça soit novembre, donc pas celui-ci, celui d'après, puisque c'était la date de sortie de la saison 1, et qui était un créneau où je fais grande confiance à Netflix, qui sont très impressionnants pour ça. Tu sais, parfois, ça dépend aussi quand tu as une série comme celle-ci, qui a vocation à marcher à l'étranger, puisque maintenant on sait que la cage, ça marche à l'étranger. Et ben on fait un peu de place, c'est-à-dire que tu as Netflix qui appelle tous les bureaux de tous les gros Netflix dans le monde en disant qu'est-ce que vous sortez cette date, parce que nous on sort la cage, et donc c'est cool si vous le poussez un peu, c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, la période de novembre était une période qui était assez propice, en tout cas au succès de la première saison. Ah oui, logique, quoi. T'arrives pas avec 2 séries blockbusters la même semaine. Enfin, dans une logique commerciale, c'est mieux pour Netflix, quoi. Selon si ta série a des petites ambitions, il y a des séries qui sont uniquement calibrées pour le marché français, auquel cas tu te poses pas la question de ce qui sort ailleurs. La cage, on sait maintenant, puisqu'on est rentré dans le top 5 aux US, qui était une grosse perf pour une série française, on sait maintenant que ça vaut le coup de faire un peu de place et de se dire que quand on sort la cage, eh ben, il y a un peu tous les Netflix du monde entier qui se coordonnent pour se dire faites une petite place cette semaine, il y a la cage qui sort, on avait fait des bons résultats sur la saison 1, la saison 2, je l'espère, est prometteuse, avec des guests internationaux aussi. Essayons de nous serrer les coudes pour que ça marche dans le monde entier, quoi. Voilà comment ça marche. Donc sans les noms, parce que j'ai bien compris tout à l'heure, et t'as raison de garder la surprise, il y aura du guest international. Ouais, mais alors c'est pas pour des mecs à la JSP John Jones, quoi, qui étaient les 2 gros guests de la saison 1. Ouais. Très bien, déjà, ça me met l'eau à la bouche. Très non, bon, très en bien. fait, le gros guest, je peux pas te le dire parce qu'on n'a pas commencé à tourner. Et il peut se passer n'importe quoi, oui. Tu vois. Il peut changer d'avis, j'en sais rien, tu vois. Donc je serais vraiment comme un con à t'annoncer un gros nom qui finalement n'y est pas. Non, mais t'inquiète pas. Mais l'ami Georges, il est pas loin. Parce que de toute façon, il est pas loin. Il a beaucoup aimé tout ce qu'on a fait. On s'aime beaucoup aussi. Et puis... voilà, j'imagine mal une saison 2 sans qu'il fasse son clin d'œil, en tout cas. Et je l'ai vu, moi, quand j'étais à Montréal, au tout début de Jab Life, on l'a fait, en interview, grâce à Christophe. Et tu lui as parlé de la cage. Exactement, il avait un grand sourire tout de suite. Ouais. Quand on lui en a parlé, tu sentais que c'était un sujet ça lui faisait plaisir d'aborder ce sujet-là. Ça permet de rebondir sur la saison 1 directement. Quelques chiffres que j'avais notés, t'as dit c'était dans le top 5 aux États-Unis, quand même, 2e série française la plus visionnée au monde après Lupin. En 2 jours après sa sortie, donc c'était 8 et 9 novembre en 2024, 15 millions d'heures de visionnées. 2e au niveau mondial pour les séries non anglophones. Série la plus regardée en France, où c'était numéro 1, bien sûr. Lors de la 2e semaine, on était déjà à plus de 37 millions d'heures visionnées. Aujourd'hui, tu estimes à 50 millions le nombre de comptes Netflix qui ont visionné cette série-là. Et surtout, un taux de complétion qui a atteint les 80%. Donc, taux de complétion, c'est ceux qui ont fini la série. C'est ça, je dis pas de bêtises. Et c'est ça qui compte, en vrai. Ce qui compte beaucoup pour Netflix. C'est ce qui fait que Netflix, d'ailleurs, t'as tout de suite embrayé sur la saison 2. Parce qu'ils voyaient que ça marchait et jusqu'au bout, en fait. Oui, si ça t'intéresse de comprendre comment marchent ces énormes plateformes américaines, en général, il y a ce qu'on appelle la réunion du 36e jour. C'est-à-dire qu'au bout de 36 jours d'exploitation, tu as une grosse réunion chez Netflix et ils te disent voilà tous les pays dans lesquels on a marché. Voilà là où on a été fort. Voilà les photos qui ont permis les clics. Voilà quels personnages ils ont aimé, quels personnages ils ont moins aimé. T'as tout. C'est à la fois très cruel, hein, parce que
tu laisses des Oui, gens ça sur- fait pas de sentiment. Non, Ouais. non. Et ça fait pas non plus de sentiment si ça marche pas. C'est-à-dire que quand d'un coup ils se disent bon, au bout d'une semaine, Greenlight saison 2, c'est qu'ils savent déjà qu'on est sur un succès mondial qui a très largement dépassé leurs espoirs. en Ouais, France. là, t'as pas à attendre le 36e jour, quoi. Non. Le Les 36e métriques jour, sont là. Ouais. c'était finalement un espèce de truc de bon bah voilà maintenant ce qu'on sait, voilà les personnages que les gens ont aimés, voilà ceux qu'ils ont moins aimés. Alors tu en tiens compte un peu comme tu veux, tu vois. Mais il y a beaucoup de surprises d'ailleurs dans ces moments-là. Ouais, t'as été sur les personnages, par exemple, je l'avais pas prévu comme question, mais t'as été surpris de certains Ouais. qui n'ont pas été aimés et certains qui ont été aimés. Bah, je peux t'en dire un, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties, donc les gens savent qu'il est là, mais le personnage de Bosch, par exemple, où tout est fait pour que les gens ne l'aiment pas, c'est notre gros méchant, les gens l'adorent. Voilà, les gens l'adorent. Et alors, ça, c'est aussi un truc, très souvent, l'icône qui est sur tous les Netflix du monde, c'était sa photo à lui. Oui, Tu c'est vois. vrai. Ouais. Mon pote Manuel Ferrara à Los Angeles, quand il me dit ça y est, vous êtes 4e au top US, il m'envoie la photo, c'est Bosch. Des amis en Colombie, c'est Bosch. Et tu te dis, bon, ok, les gens ont aimé ce mec. Et puis 36 jours plus tard, t'as l'algorithme de Netflix qui a fait son boulot et qui te dit, bon, c'est le personnage préféré. Mais enfin, c'est le méchant. Ben oui, mais les gens l'adorent. Ouais, des fois, Voilà. on aime le bad guy, des fois. Ouais, hein, c'est ça. voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est succès retentissant. Quand j'ai cité tous les chiffres, c'était aussi pour te demander, tu t'y attendais à ce point-là? J'espérais, en tout cas, qu'on arrive à plaire aux étrangers. Ça, c'était vraiment... Parce que c'est ça qui change tout. T'as ta petite série française, ok, c'est super, on a fait 5 millions de vues, on est très content, on espère fin d'exploitation 7 millions. Et puis, t'as le moment où tu rentres dans le top 5 aux US, où t'es numéro 1 en Amérique latine, où t'es très fort au Brésil, qui sont des gros pays de consommation au Netflix, et où d'un coup, ça y est, c'est 10, 15, 20, 30, 50 millions de visionnages par compte. Par contre, ça veut pas dire par personne, ça veut dire par compte. C'est que sur ton compte, tu vois, si on est à 5 ou 6 dessus, tu vois ce que ça veut dire, c'est multiplié. J'espérais vraiment très fort qu'on arrive à intéresser les US, qu'on arrive à intéresser l'Amérique latine, parce que je savais que d'un coup, ça allait devenir gros. Il doit y avoir même, excuse-moi de te couper, mais il doit y avoir une fierté, parce que États-Unis, Brésil, tu me cites deux des mastodontes du MMA. C'est des pays du MMA, ça. Tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, fierté énorme, et puis des bons retours surtout, parce que nous, on est un pays de critiqueurs. Donc finalement, tu te rends compte que quand Jones publie la photo du tournage et sa petite affiche, quand GSP publie, tu te rends compte que les critiques sont majoritairement positives, alors que chez nous, en général, c'est un peu plus dur. Bon, c'est pas grave, c'est ce qui te donne l'envie de continuer de faire mieux. Mais évidemment que moi, quand je me lance dans un projet comme celui-là, où je sais que je vais y passer des années de ma vie, ou si je me plante, je me fais lyncher. Parce que tu te rends compte quand la série sort, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est pas la question. Tout le monde sait que ça sort. Si c'est vraiment pas bon, c'est très dur à vivre, tu vois. Donc, il y a un espèce de soulagement de « Ok, ça marche. Ok, le taux de completion est très bon. Ça veut dire que les gens vont au bout. » Ils s'arrêtent pas au bout d'un épisode en se disant « c'est bon, ça m'intéresse pas ». Exactement. Et pour Netflix, c'est vraiment ça qui compte. C'est est-ce que les gens ont regardé toute la série? Parce qu'une série, c'est comme un plat au resto. Si c'est dégueulasse, tu te forces pas à finir. Hein. Une série pour Netflix, c'est la même manière de penser. Si tu vas au bout, c'est qu'elle a plu. 80%. Le taux exact, c'est 78, 80, un truc comme ça. 78,8. C'est très gros. Donc, c'est ce qui fait que d'un coup, ok, les gens l'ont consommé, les gens vont avoir envie d'en avoir une suite. Ça veut pas dire que tout le monde a trouvé ça génial. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut. Ça veut pas dire tout ça. Ça veut dire que, globalement, sur le monde, c'est un succès critique et public, c'est-à-dire que les gens ont voulu le voir. Donc, est-ce que je m'y attendais? Je l'espérais, parce que, encore une fois, quand tu te lances dans une aventure aussi impactante en termes de temps et de vie, c'est que tu as un peu conscience que ça devrait plaire. Là où j'attire ton attention, c'est quand 5 ans en arrière, je vais voir Netflix en leur disant « Venez, on lance ce développement-là. Venez, on en parle. » C'était beaucoup plus difficile de savoir ce qu'allait devenir le MMA à ce moment-là. Donc évidemment que quand la série sort, que le MMA est à son apogée, ou j'espère pas d'ailleurs, j'espère que ça va continuer, qu'en plus, j'ai un énorme coup de bol, il y a Jones qui est encore en activité, qui 2 semaines après la sortie fait un combat à New York contre Stipe, qui le laisse dans l'actu. Tout ça, c'est plein de coups de bol qui font que la série a ce succès, rencontre ce public, et que tu te dis, alors là, j'ai très envie de faire une saison 2 qui soit encore mieux. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de tournage sur la saison 1, ou le guest qui t'a le plus impressionné, ou avec lequel tu t'es dit « Ah, ça, c'est cool parce qu'il me fait un truc auquel je m'attendais même pas ».
Bah, tu t'en doutes, hein. C'est Jones. Bah ouais, c'est quand même incroyable. Moi, je vais te dire, j'ai été étonné de sa qualité d'acteur. Ouais. Je m'attendais à un mec beaucoup plus bourrin. Et je l'ai trouvé. Après, t'aimes ou pas son rôle, tu vois, son personnage dans le truc, mais je l'ai trouvé bon. Ouais, bah, c'était le cas. Et ça, c'est une surprise. C'est-à-dire que quand tu décides de faire jouer les vrais combattants de MMA dans leur propre rôle, malgré tout, il va falloir qu'ils fassent l'acteur. Et ça n'a rien de naturel. Et jouer ton propre rôle ne rend pas les choses plus faciles. Il y a 90 personnes, une équipe technique, 2 caméras, des lumières, un ingé son. Ok, action, c'est à toi. C'est pas facile, hein. Sur Validé, j'ai vu des acteurs, des rappeurs très charismatiques avec leur charisme qui s'éteint immédiatement quand il faut dire action parce que c'est pas naturel, tu vois. Donc, c'est un peu la surprise, quoi. À partir du moment où Jones dit oui, ben, est-ce qu'il va être bon? J'en sais rien, on verra. Mais s'il est pas bon, je vais essayer de limiter les dégâts. Mais... Donc, c'était une très bonne surprise. Impossible de pas citer Georges, qui est quand même notre idole à tous. Et donc, d'abord, Georges, il est tellement impliqué que quand on va à Montréal au départ pour les repérages, il veut venir faire les repérages avec nous. On n'est pas du tout dans la méga star qui te dit, voilà, voyez avec mon agent, j'arriverai le matin du tournage, personne ne me parle tant que j'ai pas bu mon café. Georges, c'est pas ça. Mais si vous venez à Montréal, j'ai un 4x8 places, on peut faire ensemble les repérages. Et on se retrouve avec Georges Saint-Pierre à aller faire tous les repérages pendant 2 jours. Et il est content de le faire, j'en suis sûr. Et il est content, et il t'aide, et il cherche à comprendre tes besoins. Bon, mais Georges, c'est incroyable. Georges, il s'excuse tout le temps d'être là. Est-ce que je peux prendre de l'eau? Oui, c'est pour toi, Georges. Non, je préfère pas déranger. Enfin, c'est incroyable surtout, tu vois. Pour l'avoir croisé bien, enfin un petit peu à Montréal, ouais, c'est ça. Tu l'as déjà vu pas sourire, en vrai, sur le temps? Non, il est content. J'ai l'impression qu'il est tout le temps, ouais. Et quand je dis sourire, c'est pas négatif, quoi. Il est tout le temps dans un... Ouais. Il est content. Il est content de vivre et de vivre des moments avec des gens. Non, Georges, c'est incroyable. Georges, c'est incroyable. Et puis derrière, il joue le jeu sur la promo. Il vient à Paris. Il veut faire des interviews. Il veut en parler. Il en est fier. Et puis moi, quel soulagement quand je lui envoie avant tout le monde la série. Il y a quelques personnes à qui j'ai envoyé avant tout le monde, où je voulais vraiment avoir leur avis. Évidemment, Georges aussi, pour son implication, il le voit avant tout le monde. T'imagines bien quand il me dit « Je regarde ce soir ». Et toi, tu te dis « Putain, quand il va comme ça, bah ouais, si jamais il me dit « C'est pas mal, mais bon, ça serait tellement dur ». Et puis je me rappellerai toute ma vie, je décroche « Waouh, Frank, waouh, c'est incroyable !» Putain, j'étais tellement soulagé, tellement content, tu vois. Et puis j'envoie à d'autres gens plus durs. J'envoie à Fernand Lopez, avant tout le monde. Il me répond pas, je me dis « Putain, il a pas aimé ». Et puis finalement, il fait une story. Bravo, la série, plus vrai que le vrai MMA. Ok, cool. J'envoie à Aldric, que je connais très peu, qui est même pas dans la série, Aldric. Il a aucune raison de me dire qu'il trouve ça bien si c'est pas bien. Pareil, il fait une story géniale. On a bouffé ça en une soirée. Jones, tu lui avais envoyé aussi? Ouais. T'avais eu une réaction aussi avant? Ben oui, mais Jones, alors le truc, c'est que puisque Jones, il s'adore, il s'est trouvé super et donc il a adoré la série. Jones, c'est une autre mentale, tu vois. Il a regardé les 4 moments où il est dedans. C'est bon, la série est bonne. je le soupçonne d'avoir regardé que les moments où il était dedans. Mais en même temps, d'abord, Jones, c'est quand même incroyable, tu vois. Je suis un petit Français. On fait une série sur le MMA alors que c'est les Américains qui auraient dû faire ça depuis longtemps. C'est peut-être même l'UFC qui aurait dû déclencher ça avant tout le monde. En tu vrai, vois. ils auraient peut-être raté quelque chose. Ouais, alors tu sais qu'il y a un film qui se prépare là sur l'UFC, sur lequel ils se sont positionnés en producteurs. Donc peut-être que tout ça a aussi donné un peu d'idées. En tout cas, évidemment qu'une série sur le MMA, ils auraient dû la faire. Bref. Je me dis, comment les étrangers vont me considérer, quoi, tu vois. Georges, c'est Antoine Simon qui me fait la connexion. Et Georges est un peu méfiant au début parce que c'est son sport, c'est sa vie, il l'aime et il veut être sûr qu'on fasse ça bien. Il vient à Paris, on passe des heures à discuter, il se rend compte d'abord que je suis un grand fan et surtout, il y a un truc qui m'aide avec Georges Saint-Pierre, c'est que il est extrêmement fan de rap français. Tout à fait. Et ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire que quand tu traînes avec Georges Saint-Pierre à Montréal, il écoute Fianso, il écoute La Crime, il est fan de rap français. Il ne fait qu'écouter du rap français. Et donc, il sait que je suis le mec qui a fait la série sur le rap français avec tous les rappeurs dedans. Donc ça le met en confiance. Et puis, très vite, on discute. Et puis, ça se fait. Alors, c'est pour le clin d'œil, c'est Antoine Simon qui appelle Abdel The Blade, qui est son partenaire d'entraînement avec Georges. Et on se fait un FaceTime et je lui explique tout. Il vient à Paris. Bref, on le fait. Et quand Georges il se met dans un truc, ça devient son truc. C'est-à-dire qu'il t'aide pour tout, il te présente à tout le monde.
le clin d'œil à Ariel Elwani dans la série T'as pas échappé, bah là, c'est Georges Saint-Pierre qui dit Ariel, on peut avoir ça. Connexion québécoise. Connexion québécoise. Ensuite, c'est Kaina, l'attachée de presse d'Arès, qui s'occupe de faire le go-between puisqu'elle parle. C'est probablement l'attachée de presse française qui parle à Ariel Elwani le plus souvent. Et on met tous ces gens-là en confiance et tu finis par avoir un truc qui ressemble à un truc que les Américains auraient pu faire, quoi. C'était ça le kiff. Pour Jones, c'est Younes, le manager de Nassourdine, où je vois qu'il fait une pub pour Venom avec Jones. J'appelle Younes. Younes, Jones, c'est très cher ou non, ça va. Et combien vous avez donné? Et la somme qu'il me dit, franchement, c'est dans mes prix. Et donc, et c'est de la pub en plus, tu vois. Donc, sur de la pub, tu te fais allumer normalement. Et donc, et Younes me dit, écoute, si tu veux, je te mets en contact. Ça paraît, dans ma tête, à ce moment-là, ça paraît fou. C'est-à-dire que peut-être il y aurait John Jones dans la série. Qu'est-ce que je peux faire de mieux à ce moment-là? Non, clairement. Que t'aimes ou que t'aimes pas Jones, ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas le plus grand fan de Jones, le sportif. Je sais. Voilà. Je sais. Tout à fait. Enfin, c'est un nom extraordinaire à avoir. Ouais. Bon, et on fait un call avec son avocat, on lui raconte un peu. Et puis là, d'un coup, il y a un truc qui s'enchaîne, c'est que ils ont confiance en Younes parce qu'ils ont fait un deal avec lui pour Venom. Ils ont confiance en Georges Saint-Pierre, évidemment, où je demande à Georges d'appeler Jones. Et d'un coup, tout s'emboîte et ça devient possible. Et tu sors ta série, t'as Jones et Georges Saint-Pierre. Et par exemple, c'est marrant par rapport à ce que tu racontes, c'est qu'un Georges était peut-être un peu plus méfiant. Je pense sincèrement que Georges Saint-Pierre aime plus le MMA que John Jones. Tu vois, que ça lui tient plus à cœur. Écoute, est-ce que... Donc oui, il est plus méfiant oui. un peu. Ouais. En vrai, oui. C'était pas le même investissement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Jones se renseigne sur qui je suis, sur ce que je fais. Il y a un truc qui rassure Jones aussi, c'est que je viens de faire un film avec Mike Tyson. D'ailleurs, quand je rencontre Jones, on est à Mexico, on fait un dîner le premier soir, il arrive en Jones des bons jours. Parce que, si on rentre dans les détails, Georges, avant, me prévient. Il dit, je te préviens, des fois, il peut être un peu différent moralement. Et donc, puisque Georges, il est gentil, il n'ose pas trop me dire que des fois, ça peut être un ouf, mais voilà. C'est ça qu'il est en train de me dire, tu vois. Les deux facettes de voilà. Jones. Donc moi et mon équipe, on vient de passer 2 semaines à Montréal avec Georges, où d'un coup ils se disent mais c'est comme ça des combattants de MMA, c'est incroyable. Et là je leur dis attention, Jones, ça va pas être la même ambiance qu'avec Georges à Montréal, ok? Donc on va voir comment il se comporte et tout. Mais j'ai que 2 jours avec John, donc je sais que ça va aller a priori, tu vois. Il arrive au resto à Mexico et John Jones des bonjours. Je prépare mes 2 phrases en anglais pour lui dire merci. J'ai pas le temps de lui dire merci. Il me dit merci pour l'opportunité. Ça fait longtemps que je veux faire l'acteur. Merci beaucoup de me considérer. J'espère qu'on fera d'autres projets ensemble. Super, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, bon, la différence avec Georges, c'est que Georges, il arrive avec son 4x8 places et il est très content que tu sois avec lui. Jones, il arrive avec un manager, un avocat, tu vois, et tout est ultra bordé. Moi, ce que je pense, c'est que si la série, il l'avait pas aimé, il en aurait pas parlé, il aurait pris son cachet et puis c'est tout. Là, il l'a aimé, il a joué le jeu de la promo, il continue à commenter tous mes posts. Il a été un atout énorme pour la promotion de la série. Mais oui, c'est vrai, Georges était plus investi. En même temps, son rôle est plus gros. Georges, il a très envie de faire l'acteur, il avait un coach pour apprendre son texte, il a fait les choses bien, tu vois. Mais bon, tout ça pour te dire que ce qui me permet d'avoir Georges, ce qui me permet d'avoir Jones, c'est quand même des coups de pouce qu'on me donne. C'est Antoine Simon qui appelle la bonne personne, c'est Younes qui appelle la bonne personne, c'est Jones qui a besoin d'être rassuré et à qui on dit, il vient de faire des trucs avec Georges Saint-Pierre, son dernier film c'est avec Mike Tyson. Bon, ok, tu vois, donc ça ouvre une discussion, tu rassures les gens et puis un matin, tu te retrouves sur ton plateau et il y a John Jones qui est là, quoi. Ouais, c'est connexion de connexion qui amène ce... C'est quand même des gens qui ont besoin que tu les rassures et c'est normal, tu vois. Quand on regardait les timings des photos qui se tournaient quand Jones était dans le tournage, tu comprends très vite, si t'es fan de MMA, qu'en timing, c'était pas si longtemps après la défaite de Cyril contre John Jones. Toi qui es proche de Cyril, comment t'as géré ça? Compliqué? Pas compliqué parce que Cyril a un détachement qui fait que tout est facile. Mais en fait, quand Younes me dit on peut faire un call avec Jones, avant même de savoir si on va s'entendre avec Jones et que c'est possible, j'appelle Cyril. Je me rappelle très bien et je lui dis Cyril, je peux avoir quelqu'un pour la cage, mais je veux pas que ça te fasse de mal. Donc je t'en parle avant. Et tout de suite, il me dit c'est Francis? Tu vois, il me dit pas Jones tout de suite. Mais peut-être parce qu'il se disait Jones, c'est pas possible, j'en sais rien. Mais son premier nom, c'est Francis. Je dis non, c'est pas Francis, c'est Jones. Il m'a dit non, vas-y, c'est bon, c'est rien. Je dis t'es sûr, vraiment? Non, pas de problème. Donc, je fais valider à Cyril avant n'importe qui
qui est Jones dans la série. D'autant plus que Cyril est aussi dans la série. Tu vois ? Puis je connais votre proximité. Enfin voilà, vous êtes proches. Ouais, donc c'est normal. Je lui fais valider. Et écoute, oui, c'est une situation un peu embarrassante, mais à partir du moment où il me dit oui, qu'il comprend que pour la série c'est cool, bon, écoute, c'est passé. Mais je lui ai fait valider, et puis après on se retrouve avec Jones. Et Jones, très vite à table le premier soir, on discute et dans la discussion, il nous dit ouais, mon dernier combat, et on n'est que des Français, on dit non, stop la vie, on parle pas de ton dernier combat. Et il me dit ah oui, vous êtes Français, ok, pardon, bon, désolé. Donc la vérité aussi, c'est que pour Cyril, ça a été terrible, et surtout la réaction des gens qui était d'une injustice horrible. Mais ouais, c'est ça, c'est même pas que le combat en soi, c'est l'entourage de ce qu'il y a eu après. Bien sûr. Donc, ces pincettes que je prends quand j'appelle Cyril pour lui dire écoute, j'ai une possibilité d'avoir un mec, ça serait super pour la série, mais si ça te pose un problème, je prendrai quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment pour la défaite, c'est pour les conséquences de la défaite que je respecte mon gars et que je fais passer notre relation avant le fait qu'il y ait John Jones dans la série, tu vois. Mais on aurait trouvé d'autres noms, on avait d'autres noms d'ailleurs, j'avais d'autres noms qu'on a approchés et qui me faisaient rêver, et j'aurais pris quelqu'un d'autre si ça avait posé un vrai problème à Cyril. Mais je sais, quand tu connais le détachement, comme tu dis, de Cyril, puis finalement on l'a vu, je sais plus c'est dans quel film, où il intervient là, dans une boîte de nuit. Et exactement, où il en fait une vanne et tout, bien sûr. Il en fait une vanne, donc il a pu avoir ce détachement, mais je comprends aussi ta démarche là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais des critiques. Je voulais quand même qu'on rentre là-dedans, juste pour te poser les questions là-dessus, parce qu'il y a une partie du milieu du MMA qui, après la sortie de la série, y est allée assez fort sur les réseaux sociaux, dans des émissions, et a critiqué vertement ce que tu avais fait sur leur milieu. Et je mets des guillemets à leur milieu. Mais t'as tout dit. Comment tu les as vécues ? Est-ce que tu en as trouvé des constructives et qui t'ont fait réfléchir sur des trucs, ou est-ce que tu t'es dit c'est dur ? Non, je me dis jamais c'est dur. Moi d'abord, tu sais, je suis super entraîné à la critique. Ça fait presque 15 ans que je fais ce métier. J'ai fait une série sur le rap juste avant. J'ai fait Taxi sans Samina Seri. Crois-moi, les critiques, j'ai un cardio vraiment. Laisse tomber. Je fais 5 fois 5 sans problème. C'est mérable, ouais. Ouais. Non, pas de problème. Pas de problème avec les critiques. Et surtout, t'es obligé d'avoir une philosophie de vie qui va avec ça. J'ai pas du tout la prétention que ce que je fais doit plaire à tout le monde. J'ai pas du tout la prétention que je dois plaire à tout le monde. Et puis, tout ça, c'est les impôts du succès, en fait. C'est gros, la cage, quand ça sort. C'est gros, validé, quand ça sort. Sur le pourcentage de gens qui ont vu tout ça, c'est normal qu'il y ait une partie qui critique. Si tu n'acceptes pas ça, il faut changer de job. Tu remarqueras que moi, je réponds jamais à ça. Et parfois, j'en entends des conneries. Des conneries où vraiment, je peux éteindre le mec en une demi-phrase tellement il dit n'importe quoi. Mais dans 90% des cas, quand on parle de moi, qu'on essaye de m'attaquer ou qu'on parle d'un de mes projets, c'est pour qu'on parle de lui. Tu vois ? Je parle de Gaston Bide pour que ça fasse une vidéo ou qu'on parle de moi qui parle de lui. Donc, je vais pas te répondre, mec. Donc, je réponds jamais à rien. Et parfois, ça arrive jusqu'à moi et je vois et voilà. J'arrive à faire la différence entre le mec qui aime pas ce que je fais, et alors là, il n'y a pas de débat. Il y a des gens qui aiment les brocolis, d'autres qui aiment pas les brocolis. Herbie, toi et moi, on va aller voir un film tous les deux là. On va sortir de la séance, on n'aura pas vécu le même truc. On n'aura pas ressenti la même chose. Tu vas aimer, je vais pas aimer. On peut même être diamétralement opposés. Vraiment. Ouais. Enfin, donc, il n'y a pas vraiment de débat sur j'ai aimé, pas aimé. Si t'aimes pas, il n'y a aucun problème. Et c'est même plutôt sain, en fait. Tu vois, chacun ses goûts. En revanche, quand tu parles du milieu du MMA, il y en a certains qui n'ont pas aimé pour de mauvaises raisons, qui sont liées à leur frustration, qui sont liées au fait que peut-être je les ai pas appelés. Parce que j'en ai un ou deux en tête, si je leur avais proposé d'être dans la série, ils seraient arrivés en bobsleigh. Ils seraient arrivés dans la série et ils seraient très contents d'y être et ils ne l'auraient pas critiqué. Sauf que je les ai pas appelés. Pas du tout parce que je les aime pas, juste parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Comme pour les combattants. Si tu savais le nombre de potes combattants qui devaient être dans la saison 1 que j'ai pas pu mettre parce qu'il n'y a pas la place, qui devait être dans la saison 1 ? Faresiam devait être dans la saison 1, ils sont tous les deux dans la saison 2, mais c'est qu'il n'y avait pas toujours soit le timing de leur côté, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'étranger, soit le scénar le demandait pas. Et puis surtout, il faut que je trouve une idée à chaque fois pour tout et qui correspond un petit peu à l'image du gars, tu vois. C'est pas juste viens pour faire de la figure. Si tu viens, c'est qu'il faut qu'il y ait une utilité, que ça marche, etc. Pour certains pseudo-journalistes ou médias, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas forcément de place pour tout le monde. Donc, je fais la différence entre celui qui aime pas ce que je fais
pas de débat, mec. C'est chacun ses goûts et t'as complètement le droit. Et fin de la discussion. Et puis celui qui aime pas parce que ça a généré un truc où il a l'impression que je lui ai volé quelque chose qui est son MMA, qui est sa passion, qu'il estime peut-être qu'il aurait dû le faire à ma place, qu'il estime que ça n'aurait pas dû être fait comme ça, alors que, frérot, fais-le toi si tu voulais que ce soit fait autrement. En fait, moi, je le fais comme ça. Et puis, j'ai beaucoup de chance, ça marche. Donc, je fais cette différence-là. Et puis, je reviens sur la discussion qu'on disait tout à l'heure sur cette époque dans laquelle on vit, où t'as la monétisation de ta vidéo, le nombre de vues que tu dois faire avec ta vidéo, eh ben, ça va quand même être en corrélation avec le propos que tu tiens à l'intérieur. Et faire une vidéo où on dit « Ok, aujourd'hui, on va dégommer la cage. Cette série de merde !» Et tu sais que celle-ci, tu vas faire plus de vues que « Bah écoutez, bravo, c'est une série française. Gaston Bide, c'est un mec qui a ramené John Jones, Georges Saint-Pierre, qu'on voit au premier rang de Ares, de Hexagone, de 100% Fight depuis des années. Cocorico. Non. Tu vas pas, ne faites pas cette vidéo, vous n'allez pas gagner d'argent. Et en dessous, on va écrire suceur, tu veux être dans la saison 2, c'est pour ça que tu dis ça. Donc, l'époque est comme ça. Moi, je suis extrêmement à l'aise avec ça. Ça veut pas dire que j'écoute pas les critiques. Ouais, t'en as vu des constructifs quand même. T'as vu des trucs qui, par exemple, pouvaient te servir sur la saison 2. Pas vraiment. Pour être honnête, pas vraiment. Et quand je te dis, et je me mets dans le lot avec mes conseillers, Aldric, Antoine Simon, Taylor Lapillus, tous les gens qui sont autour, parce que là, je t'en parle, mais c'est un travail d'équipe de faire une série. Moi, j'ai pas les compétences de Taylor, j'ai pas, je suis pas une bible comme Antoine, j'ai pas l'aspect technique d'Aldric ou de Lopez ou de Hatch à qui je demandais des conseils. Je représente la série parce que c'est moi qui l'initie, qui l'a fait, qui l'écrit, etc. Mais on écoute un petit peu tout. La vérité, c'est que la majorité des critiques sont liées à la différence entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire quand on te dit « Ouais, mais les poids, c'est pas les bons ». Oui, évidemment que les poids, c'est pas toujours les bons. Comme quand Rocky il se bat contre Drago, je sais pas s'il y a pas 20 kilos de différence entre les deux. Et c'est une fiction. Mais en fait, tu vois, t'as raison parce que moi, j'ai pu... Comme ça, je suis honnête avec toi sur ça. Sur la première vision que j'ai eue de la série, il y a des scènes où je tiquais. Je me disais « Ah, ça, c'est pas possible ». Et puis, il faut te rappeler, en fait, et j'ai mis mais quelques jours après où je me disais « Mais c'est une fiction qui fait ». Et on oublie trop souvent, aujourd'hui, dans ce monde-là, on veut que la fiction colle parfaitement à la réalité. C'est pas le cas. T'as fait une fiction. Oui, et c'est aussi ce qui fait que c'est un succès mondial. Sinon, j'aurais fait une série RMC Sport. T'aurais fait un documentaire. Voilà, tu vois. Ouais. Là, d'un coup, tu sais, Baki vient à l'avant-première et il me fait son débrief en sortant et il me dit « Putain, j'ai entendu des gens dire « Putain, c'est pas vraiment comme ça la vraie vie d'un combattant ». Ce à quoi Baki leur a dit « Mais tu sais que c'est pas intéressant du tout, la vraie vie du combattant. C'est-à-dire qu'il y a l'entraînement du matin, la sieste, ensuite je retourne à l'entraînement, je vais faire un peu de play et je vais dormir. » Donc évidemment que moi, il faut que je romance tout ça, il faut que j'arrive à intéresser les gens qui ne sont pas des spécialistes et qui derrière vont, je l'espère, aimer ce sport et s'y intéresser, parce que je t'ai aussi montré la complexité, la difficulté. Mais oui, il faut que je m'arrange avec des réalités, sinon ça devient un documentaire. Ouais, j'entendais aussi, tu sais, ce qu'il disait. Personne pourrait être coaché par Georges puis par John Jones. Bah oui, mais pareil, c'est de la fiction, ça. C'est logique que personne puisse être coaché par les deux en entraînement. Mais en vrai, est-ce que c'est impossible? C'est-à-dire que le fait que ce ne soit pas arrivé, est-ce que ça fait que c'est impossible? Tu veux dire, mais... Tu vois? C'est-à-dire que d'un coup, que Georges... Alors ça, je l'ai entendu beaucoup. Et je l'ai entendu de certains de tes camarades d'autres podcasts. Non, mais se faire entraîner par Georges Saint-Pierre, c'est impossible, c'est un amateur. Mais j'appelle Georges, je dis c'est vrai ou pas? Il me dit mais je l'ai fait 200 fois. Donc, si tu veux, tu as des fois des gens qui sont convaincus de quelque chose. On peut citer un exemple concret, Franck. Patrick Abirora, il est parti s'entraîner avec Georges. Exactement. Quand il était amateur. Exactement. Alors, c'est Patrick, il avait sa petite hype des KO qu'il avait mis au mondiaux, mais il était amateur, il s'est entraîné avec Georges Saint-Pierre. Bien sûr. Qui le suit depuis régulièrement dans l'évolution de sa carrière. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé que c'est impossible, tu vois. Et justement, il y a un autre petit média MMA qui fait des vidéos dans sa chambre, qui dit oui, quand même, il va très vite au KSW. Ok, très bien, mais c'est possible. C'est-à-dire que on a appelé Martin, le mec du KSW, on a vérifié que c'était même déjà arrivé. Mais mec, même si c'était pas arrivé, t'as pas envie de kiffer un peu? Tu veux que être en train de te dire oui, mais ça c'est pas possible. Bah ok, c'est pas possible, mais
Mais en fait, il n'y a pas de loi dans ce sport en plus. Et le pire... Cyril est arrivé à l'UFC à 3-0. Non, mais exactement. Mais si je le raconte, on va me dire c'est impossible, l'UFC à 3-0. Donc là, on est en train de parler du microcosme. Et sur ta question de comment je vis les critiques, bon, t'as compris que moi, j'ai un très gros détachement par rapport à ça. J'ai compris depuis bien longtemps que les critiques étaient le propre des gens qui font des choses. Et je fais beaucoup de choses. Donc c'est normal que j'en ai plein. Et pourvu que ça dure, parce que le jour où on me critiquera plus, c'est que je ferai plus rien. Donc je suis très à l'aise avec ça. Mais je fais la différence entre les critiques d'un microcosme qui, en vrai, n'a pas vraiment envie d'aimer, qui a envie de critiquer. Et c'est cool, c'est une activité aussi chez toi de regarder un truc et de critiquer, c'est très cool. Mais donc moi, tu n'es plus très audible pour moi, tu vois. Ce petit média MMA qui dit c'est pas possible, et que derrière, on lui écrit avec Antoine Simon, on lui dit si, c'est possible, c'est arrivé là et là et là. Il te dit ouais, mais c'est exceptionnel. Oui, c'est justement ce que je raconte, une histoire exceptionnelle. C'est le but de la fiction. Tu vois ce que je veux dire? On raconte une histoire exceptionnelle et c'est ce qui fait, je l'espère, que la série a permis d'attirer des tas de gens qui ne connaissaient pas du tout notre sport qu'on aime tant et qui l'ont aimé. Et c'était donc ça la recette. Le succès de la série me conforte dans le fait que c'était la bonne recette. Tu vois? Tu sais que tu as une partie de ce milieu qui veut garder c'est sûr, qui veut garder son MMA et ses trucs. Baba, avec qui je faisais l'émission dans mon ancienne maison, il disait souvent dans l'émission, le MMA, il appartient à tout le monde, les gars. C'est pas chasse gardée, c'est pas parce que tu regardais le Pride il y a 20 ans que ça t'appartient plus que le mec qui découvre ça en fait devant la série La Cage ou quoi que ce soit. Faut pas fermer les portes comme ça. Mais ce que tu dis, c'est aussi intéressant. J'ai eu le cas pour une série sur le rap, c'est donc la problématique de la légitimité. Gaston Bide, il fait une série sur ça. Quelle est sa légitimité? Et tu vas d'abord commencer par questionner ça au lieu de te dire bon, bah, c'est quand même un mec qui a fait des succès avant et donc il va probablement faire une série qui va marcher. Ça peut nous faire du bien à nous, fans de ce sport. Tu vas d'abord te poser la question de la légitimité, comme si elle était obligatoire, ce qui n'est pas le cas. Mais dans mon cas, en plus, elle existe, cette légitimité. C'est aussi ce qui fait que j'ai pu avoir tous ces gens dans cette série. C'est un sport que j'aime. C'est le sport que j'aime le plus. Je suis pas branché foot. J'aime l'anglaise parce que Rocky me l'a inculqué quand j'étais petit. Et j'aime le MMA depuis 13 ans. Mon premier UFC. On va finir sur ta passion du MMA, cette interview. Mais donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a aussi un moment où moi, je ne peux pas aller me confronter à des gens qui ont décidé pour des raisons de frustration, d'appartenance, qui vont décider de ne pas aimer. Parce que tu as décidé pour de mauvaises raisons. Et après, je suis ultra à l'aise avec le fait que ce que je fais n'est pas parfait, que j'ai aucun problème avec le fait qu'on n'aime pas. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais on sait tous les deux qu'il y a des gens qui regardent avec l'envie de ne pas aimer. Et c'est ce microcosme. Et finalement, c'est très minoritaire par rapport au succès de cette série. Ouais, t'as raison. Je finis sur les critiques avec une dernière question, qui, moi, est, avec le recul, le seul truc que j'aurais encore en critique, vraiment. C'est la scène où ton héros, il peut pas aller combattre, il est mal psychologiquement, et que tu vas avec lui, le coach, dans un fight club clandestin. Je sais. Pour l'image, en fait, après tant d'années à s'être battu pour l'image, c'est les politiques français qui disaient combat de coq en cage et tout ça comme ça. Je trouvais ça, que pour le public qui découvrait ça à travers cette série, je trouve ça moche d'avoir cette image-là et de se dire, mais je sais que ça existe. Les fight clubs clandestins existent. C'est une réalité que tu as montré que c'est pas un truc sorti de ton chapeau et inventé. Qu'est-ce que tu me répondrais, moi, à ça? Bah, là, c'est vraiment la fiction. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de la série. Je me rappelle qu'Antoine Simon me disait, bon, moi, je me désolidarise un peu de cette partie-là. C'est vraiment la partie fiction. Évidemment que le coach qui l'emmène faire ça, ça paraît fou. C'est probablement une mauvaise idée. Ce qui se passe dans cette scène prouve en plus que c'était une très mauvaise idée de faire ça. Clairement. Mais le coach que j'incarne, c'est un petit coach d'un petit club. Hein. C'est pas un mec qui fait pas de bêtises. Ce coach fait une bêtise. Il va le payer cher. C'est un rebondissement très important de cette saison. C'est ce qui permet ensuite qu'il aille rejoindre Jones, que Jones lui raconte ce qu'il lui raconte. Donc, je comprends très bien que cette scène, on se dise, non, là, c'est abusé, puis là, l'image, etc. En revanche, ce que je raconte de cette scène, moi, c'est que c'est pas du tout d'encourager ça. C'est de montrer que ça existe, que eux, c'est pas du sport, que c'est d'ailleurs ce que lui dit mon personnage. Quand je lui dis, eux, c'est des ploucs, toi, t'es un champion. Et c'est la différence entre ce sport et les dérives de ce sport. Donc, pour moi, cette scène, elle dénonçait plus ça. Je suis pas en train d'en faire l'apologie, je suis en train de la dénoncer. Quand tu vois la population que j'y raconte, d'ailleurs,
C'est vraiment pas l'apologie. Hein. On est d'accord. Donc, et j'entends carrément bien tes explications, tu vois. Ouais. La scène est là pour dénoncer ce genre de pratiques qui sont les dérives de notre sport. Je voulais en finir avec ton côté fan de MMA, parce que c'est ça qui t'a poussé à faire la cage, et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui sur Jab Life. Franck, tu disais 13 ans, ton premier événement UFC, donc c'est, je crois, l'été 2012, Staples Center. Oui, mais tu l'as mieux que moi, celui-là. Mauricio Rua, Shogun Rua contre Brandon Vera en main event, co-main event, Lyoto Machida contre Ryan Bader. C'est quoi ton souvenir de cette fight night-là? Eh bah, pas très bon. Parce que je prends un choc. Mais tu voulais y aller ou on t'amène? C'est un pote qui t'amène? Alors, c'est Manuel Ferrara, qui a alors lui, fan de la première heure, qui nous invite avec Ramsey. Moi, on vient de sortir Les Kaira, mon premier film, et on est tous les deux à Los Angeles avec Ramsey, et Manu nous invite là-bas. Là-bas, on rejoint Jérôme Le Banner, Cyril Diabaté, Mathieu Kassovitz. Donc, on est en 2012. Et pour la première fois de ma vie, moi, en fan de boxe anglaise, je vais voir du MMA. Jamais regardé avant, même à la télé? Non. Ok. Non. Et donc le choc? Ouais, le choc, les coups au sol. J'ai le souvenir d'un coup au sol avec perte de connaissance un peu violent. Et je mets quand même quelques jours à sortir de ce choc et à comprendre que, en fait, ce sport est un incroyable jeu d'échecs. Enfin, ce qu'on sait tous dans ton émission maintenant, donc je vais pas en parler comme si j'étais dans une émission de gens qui connaissent rien, mais oui, ce sport est un incroyable jeu d'échecs, mêlant une maîtrise de tous les sports de combat. Et d'un coup, je comprends que ce que j'ai vu n'était pas un combat de bistrot, mais des techniques incroyables qui ont mené à ce chaos que j'ai vu, pour lesquels ces mecs sont surentraînés. Et d'un coup, j'y vais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je suis piqué, quoi. Et là, je suis piqué. Je suis loin d'avoir l'idée d'en faire une série à ce moment-là, parce que d'abord, je suis un petit réalisateur qui a fait qu'un film qui s'appelle Les Kaira, et jamais on me confierait une série comme celle-là. Et puis Netflix n'existe même pas à ce moment-là. Mais voilà, mon premier choc, c'est ça. 2012, Staples Center, mon premier UFC. Et c'est quoi tes meilleurs souvenirs de fan? Parce que tu en as fait plein depuis des UFC ou même d'autres organisations. D'ailleurs, tu as été voir plein de choses. C'est quoi le meilleur qui te reste? J'ai un choc comme ça, c'est Masvidal Darren Till à Londres. On est invité. Donc là, on est encore avant l'arrivée de l'UFC en France. Mais on est en train. Mais l'UFC. C'est Londres ou Liverpool? J'ai un doute. C'est Londres. C'est Londres? Ouais. Ok. On est en train de préparer l'arrivée de l'UFC en France. Et donc, il m'invite, Ramsey et moi, à Londres, en se disant. Il y avait Alban Le Noir aussi. Et on part tous les trois. Et parce que ils veulent inviter des people français pour promotionner un peu l'UFC. Et l'UFC nous met premier rang, ce qui est quand même toujours un truc incroyable. Vraiment, c'est des moments. Quand t'es un fan, c'est complètement fou. Et puis t'es là, et il y a Bruce Buffer, et c'est fou, quoi, tu vois. Et arrive Darren Till, chez lui, le public anglais en folie, et arrive ce Georges Masvidal de Miami, et chaos dramatique de Darren Till, extrêmement violent, tu t'en souviens? Ouais. Et là, l'expression « mettre une clim », c'est la première fois que je la vis dans une salle. C'est-à-dire que là, vraiment... tout le monde s'éteint. Il y a sa femme à côté de nous, à Darren Till. Et c'est un choc, en fait. C'est un choc. C'est un choc. Donc là, quand tu me parles de mes meilleurs souvenirs, je pense à ça. J'en ai plein d'autres, mais celui-là, je suis obligé de te dire, c'est marrant que ce soit ça qui me soit venu en premier, parce que sinon c'est l'UFC Paris. C'est le premier UFC Paris. Le premier UFC Paris, j'en ai les larmes qui me montent. Je crois que tous ceux qui étaient dans la salle l'oublieront jamais. Ouais. On a vécu un truc incroyable. Ouais. On a vécu un truc incroyable avec un scénario parfait, avec notre Cyril qui à un moment est mis en difficulté et qui revient comme un guerrier contre, tu vois ça, c'était incroyable. Donc j'ai l'UFC Paris, le moment où je rentre dans Bercy, où on est chez nous, on a été à Bercy 10 fois, voir de la moto, de la boxe, des concerts, et là il y a l'UFC, et là il y a Bruce Buffer. Le moment où il crie « It's time », on crie tous. Moi, je te passe la Marseillaise, tous ces moments-là. On avait tous les poils. Bruce Buffer qui crie « It's time », je l'ai crié avec la gorge serrée de putain. Ça fait presque 15 piges que j'attends ce moment. J'ai été à Londres, aux US, j'ai été à Abu Dhabi, j'ai été voir l'UFC partout. Là, c'est chez nous, il y a Bruce Buffer qui est là. Et puis, masterclass de Cyril, masterclass de tout le monde. Enfin, tous nos Français gagnent. 5 sur 5. C'est la soirée de rêve, en fait. Et ce It's time, t'as raison, c'est pas que le It's time de Buffer, c'est It's time
pour nous, quoi. Ouais. C'est It's Time, Ouais. enfin, pour la France. Il veut dire beaucoup de choses et c'est pour ça que toute la salle le prend, Ouais, et le c'était souffle incroyable. comme un seul homme, en fait. C'est là où t'as le plus vibré aussi, ou t'as d'autres, tu vois. Je sais que t'as été faire les title shots de Cyril, non? Il y a des moments où t'étais vraiment, tu sais, en mode, quand je dis vibrer, c'est gros stress et tout, tu vois. Ouais, bah, je vais à Los Angeles pour voir Cyril contre Francis. Où on comprend très vite ce qui est en train de se passer et où quand même on passe pas loin d'une victoire de Cyril, honnêtement. Et Cyril Jones, je tourne un film pour Netflix en acteur à Ouarzazate et je trouve le seul endroit dans lequel on peut avoir un IPTV et un écran géant pour regarder Cyril Jones. Toute l'équipe vient, même ceux qui ne connaissaient pas le MMA. Je leur parle de ça depuis des semaines. Donc, venez, on va regarder le combat de mon gars Cyril Gane contre John Jones. Et on trouve un endroit dans le désert, un écran, et il y a 40-45 personnes qui se lèvent à 4h du mat pour voir le combat de Cyril. Inutile de te dire que c'était extrêmement douloureux. Pour la petite anecdote, puisque tu le sais, la veille, je suis tellement en angoisse que j'appelle Georges Saint-Pierre et je lui dis, Georges, dis-moi, comment tu vois Cyril contre Jones? Parce que rétroactivement, en parler maintenant, on a l'impression presque de se dire, bah ouais, mais c'était sûr qu'il allait perdre. Et pas du tout, en fait. Mais pas du tout. Cyril avait vraiment ses chances. Un Cyril des grands soirs avait vraiment ses chances. Tu veux que je te fasse écouter le message de Georges Saint-Pierre? Vas-y. On peut. Bon, j'espère que Georges m'en voudra pas. Parce que quand on parle de ça maintenant, on se dit, ouais, contre Jones, c'était sûr. Moi, à ce moment-là, Tu peux mettre le haut-parleur et Ouais. mettre dans le micro. je dis à Georges, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Rétroactivement, et à l'approche de Cyril Aspinal, c'est intéressant de se dire que pensait Georges Saint-Pierre à ce moment-là du combat. Pour le combat ce week-end, historiquement parlant, John Jones, ceux qui lui ont donné de la difficulté, ce sont les adversaires qui se déplacent. Les combattants qui sont très mobiles, comme Reyes, le premier combat contre Gustafsson, c'était des mecs qui se déplaçaient beaucoup et qui ont donné beaucoup de problèmes à John Jones. Cyril Gane, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup aussi. C'est un poids lourd, mais il se bat comme un poids moyen. Donc ça peut être quelque chose qui peut causer beaucoup de problèmes à John Jones. Du côté de John Jones, je pense que s'il utilise sa lutte, c'est ce qui le favorisera durant ce combat-là. Mais John Jones, souvent, je pense qu'il fait l'erreur de souvent vouloir faire du pied-point avec un spécialiste de pied-point. Donc, c'est quelqu'un qui aime combattre ses adversaires dans leur point fort, ce qui n'est pas toujours bien. Alors, ça va dépendre de l'allure du combat, mais Cyril a définitivement des chances de l'emporter s'il se déplace beaucoup et qu'il ne reste pas en face de John Jones. Donc, ça va être intéressant. Il sait de quoi il parle. Hein. Ouais, il sait de quoi il parle. C'est quand même drôle d'écouter ça après, tu vois. Et bon, si Cyril se déplace et qu'il reste pas en face, il a toutes ses chances. Cyril, on l'a dit, hein, Cyril surengage, parce qu'il y a une forme de pression. Moi, je l'ai répété plein de fois quand Buffer dit The One, The Only, John Jones, quand t'es dans la cage. Ouais. T'as beau avoir le détachement qu'a Cyril, tu le prends forcément dans la tête. T'affrontes une légende absolue, c'est peut-être le plus grand de son sport, malgré ce que moi j'en pense, mais c'est normal que tu le prennes la pression. Donc tu peux faire une erreur qui est de surengager. Derrière, il lutte, et c'est ce que disait Georges. Mais tu peux refaire ce combat 100 fois. Je pense pas que ce scénario-là arrive. Il y a d'autres fois où Jones gagne, mais il y a peut-être des fois où Cyril gagne. Ouais. J'en suis convaincu. C'est la beauté de ce combat. T'as qu'une chance, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, et tu peux pas te rattraper une semaine après. Non, je suis convaincu de ça. Et contrairement à toi, moi, je ne suis pas un hater de John Jones. Pas un hater. Je mets des nuances. Je sais. Non, j'adore. En plus, vraiment, on est en contact et j'adore John. Mais je pense qu'un Cyril des grands soirs, c'est pas du tout la même salade. Tu sais, à un moment, il fait un tour sur lui-même quand il tente un coup en striking. John Jones, tu vois la vitesse qu'il a à ce moment-là. Si Cyril fait une masterclass debout, c'est difficile de l'attraper. Bien sûr. Et si tu l'attrapes pas, tu vas pas l'amener au sol comme tu as fait là, où il y avait l'écart qu'il y avait pour le coup entre les deux. Mais ça aurait pu jouer bien autrement. Tu l'as évoqué, le combat contre Aspinal, qu'est-ce que t'en penses? Ce sera fin octobre, on rappelle, à Abu Dhabi, 25 octobre je crois, UFC 321, avec la 3e chance de Cyril contre le nouveau champion incontesté maintenant que Jones a pris sa retraite. Thomas Aspinal, qu'est-ce que t'en penses de ce match-up? Là, tu sais, moi je te le dis souvent quand on discute, je suis pas du tout un spécialiste, je suis juste un fan, donc c'est un avis de fan. T'as dans ce siège souvent des gens qui s'assoient, qui sont des grands spécialistes et qui ont des choses bien plus intéressantes à dire que moi sur ça. Mon avis de fan, c'est que une fois qu'on s'est dit que tout peut arriver, encore plus dans cette catégorie, on ne peut pas considérer que Cyril n'a pas toutes ses chances. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je pense.
Où est-ce qu'il en est dans son camp? Je n'en sais rien. Où en est Aspinall dans son camp qui, rappelons-le, lui, ça fait 1 an et demi qu'il se prépare contre Jones, hein, avec des sparring très solides, avec des mecs du top 10 avec qui il tourne. Sans combattre, sans être entré dans la cage pendant cette Exactement. période. On sait Exactement. que des fois, s'il y a un peu cette rouille de la cage, Bien ça sûr. peut arriver. Non, écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le combat que tous les fans doivent attendre. De voir des mecs de ce gabarit-là, avec cette mobilité-là, c'est extrêmement excitant, bien plus excitant que la majorité des combats qu'on a vus ces derniers temps pour moi. Alors que, encore une fois, je suis un grand fan, je fais partie de ceux qui sont à 6h du mat debout pour regarder les combats. Mais la technique de ces 2 garçons fait que ça va être incroyable à voir, tu vois. Complètement, et moi je l'ai dit souvent, c'est une catégorie que j'aime pas parce que je trouve qu'elle est très rincée rapidement dans les rankings. Tu parlais de Tuivasa l'autre fois à Paris, Tuivasa ça reste... Il est dangereux, tu vois, il peut te mettre down sur une droite, mais c'est un bagarreur de bar. Hein. Oui, globalement. C'est une catégorie où Derek Lewis est encore là, alors que ça fait bien longtemps top 10 que... encore, Oui. tu vois. Par contre, les 3-4 mecs d'élite, les Aspinall, les Gane, tu vois, c'est beau à voir parce que c'est de la vraie technique avec un corps de dieu grec, quoi. Donc c'est des mecs qui sont fascinants à voir et le match-up va être intéressant. Je pense aussi que Cyril a ses chances pour le coup. Voilà, j'allais te poser la question. Ouais, il a ses chances. Mais Aspinall a les siennes aussi. C'est un gros morceau en face. De toute façon, Cyril, il a que des gros morceaux quand il va pour un titre. C'est Francis, c'est Aspinall et c'est John Jones, tu vois. Donc les autres Français, qui c'est qui te fait le plus vibrer en ce moment, pour rester sur une question un peu plus actuelle? Bon, moi je suis un fanboy, donc je suis fan de beaucoup. Mais bon, les Niçois ici, ils sont quand même... C'est des garçons... Axel et Virgile sont des garçons intelligents, extrêmement forts. Donc j'adore ces garçons. J'adore Baki, je crois un peu comme tout le monde. Mais là, on est sur un garçon qui, humainement, est quand même un... Voilà, c'est un garçon que j'adore, que j'ai eu sur la saison 2 de La Cage, qui joue un vrai rôle. Il fait pas que son apparition, il a du texte. Et alors, chose intéressante, j'avais vu ça que chez Cyril. Souvent, les combattants, quand ils doivent un peu faire les acteurs, eh ben, ils ont du stress qui est un stress qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Et du coup, ça va bégayer, ça va être un peu compliqué. Faire l'acteur, c'est toujours très compliqué en vrai. Baki, encore une fois, j'ai vu ça que chez Cyril. Baki a une espèce de gestion du stress, je pense tout simplement qu'il n'en a pas, qui fait qu'il a aucun problème avec son texte. Et on refait, et il se trompe jamais. Et tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas de stress. On l'a vu dans ce qui s'est passé avec Doumbé, par exemple, tu vois, où il a cette espèce de truc où il est imperméable. Là où, pour d'autres, ça peut être dramatique, lui, il est imperméable à ça, ça lui fait rien. Bah, sur le tournage, c'est pareil. Donc, j'adore Baki. La liste des mecs que je suis et que j'aime beaucoup, elle est longue, mais voilà, il y a plein de mecs du roster Ares que j'aime beaucoup. C'est délicat parce qu'il y en a plein que je vais pas te dire et vous dire putain sûr. Mais je pensais qu'il m'aimait bien alors que je l'aime beaucoup aussi, tu vois. Ils le prendront pas mal, sinon on va faire encore 1 heure, toi. Ouais, c'est ça. Mais tu le sais, je suis Nassour aussi, je suppose. Nassour, évidemment. Non, mais même les plus petits, tu vois, c'est-à-dire que les plus petits, Modibo, je suis fasciné par le garçon. Modibo, c'est vraiment, je m'intéresse à ses entraînements, je m'intéresse à... Enfin, c'est assez fascinant, tu vois. Là, j'étais à Hexagone, le petit Samba Sima. Nous, on l'a reçu extraordinaire. Ouais, et là aussi... Sportivement comme humainement. Exactement. Extraordinaire. Donc, il y a toute cette génération de mecs que j'adore aller voir combattre. Voilà, la liste est longue. Je suis un vrai fanboy de MMA. Et dans cette saison 2, j'ai essayé de mettre un maximum de noms de combattants du roster français. Aussi parce que maintenant qu'on sait que cette série La Cage, elle voyage dans le monde, bah, c'est cool que tiens, je te mets un peu ma caméra sur ce gars qu'on connaît pas encore. Il y a un côté passe-dé aussi. Ouais, c'est très cool à faire. C'est très cool à faire. Et c'est cool parce qu'en plus, il y a toute cette nouvelle génération qui arrive, qui est pleine de talent. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais, mais Baki, garçon topissime. Moi, chaque fois que je l'ai fait en interview, c'est un plaisir parce qu'en plus, il peut parler d'autre chose que de combat. Il en parle très, très bien. Puis chaque fois qu'il rentre dans la cage, les progrès, ils sont stratosphériques. Donc, sky is the limit, je crois, pour un garçon comme ça. Tu parlais de Rocky, de ton attache à cette série Rocky. Désolé si je trahis un secret, mais je crois qu'il y a Bruno Suras qui est dans la série, le boxeur, que tu l'as fait jouer dans la saison 2. On est assez proche avec Bruno. Bruno, c'est Rocky. Hein. Ce qui s'est passé au Mexique, c'est Rocky, quoi. Bah ouais. Écoute, je suis très content qu'il soit venu sur la série. En plus, on a vraiment fait une scène où
avec l'un de mes acteurs où ils y vont franchement. C'est-à-dire que là aussi, quand on se parlait des différences entre la 1 et la 2, sur la 2, là, ça y va vraiment beaucoup. Il y a des tas de fois où je me dis, putain, on va avoir un blessé. Ouais, ça y va fort. On parlait de Virgile et Axel. Il y a 2-3 fois où j'aurais dit, les gars, c'est un acteur en face, allez-y doucement, où ça se mettait des patates vraiment, ça y allait vraiment franchement, ça touchait vraiment. Et donc Bruno aussi. Et Bruno aussi. Il y a même un moment où je voyais qu'avec l'acteur, il était très à l'aise. Je dis, les gars, on met les casques, on y va encore plus fort. Ok, ça a mis les casques, bam, bam, ça s'envoyait dans tous les sens. Bruno, quand il y va fort. Ouais. Donc, très content qu'il y ait Bruno aussi pour ce clin d'œil de Rocky. Mais tu m'as dit un truc horrible. Tu m'as dit que Bruno n'a pas vu Rocky. Il n'a jamais vu Rocky. Mais ça, on peut peut-être remédier à ça. Il va falloir remédier à ça, Ouais. Franck. Je sais pas, organise une session privée, Ah quelque chose. oui, non, mais ça, écoute, ça m'a un peu troublé. non, mais c'est la réalité. Parce que tu sais, en plus, quand on a terminé sa scène, où vraiment, en plus, ils ont... ouais, ça y a été, on a une petite tradition, c'est que quand il y a un guest qui vient, il est toujours applaudi par l'équipe. Ok, mesdames et messieurs, c'était le dernier plan. Et pour Bruno, je dis, c'était le dernier plan de notre Rocky français, Bruno Suras. Mais je vois qu'il capte pas. Il doit savoir quand même l'histoire de Rocky, mais effectivement, ce qu'a fait ce garçon est absolument incroyable. Lui aussi, on est dans une grande gentillesse, très content d'être là, très content de participer à la série. Et puis, à travers Bruno, ça me permettait de raconter aussi pour les néophytes du MMA que le MMA, c'est les arts martiaux mixtes et qu'il y a toutes ces disciplines qu'il faut qu'on maîtrise, et donc aussi l'anglaise. Et c'est Bruno que j'ai choisi pour incarner un des intervenants boxe anglaise qui vient préparer le combat final de mon héros. Si tu veux t'internationaliser dans la saison 3, s'il y a une saison 3, Franck, n'hésite pas à aller voir Naoya Inoue au Japon. Ça me fera plaisir de le voir à l'écran. Mon petit chouchou japonais. Ouais, je sais que boxe. T'es très fan. Et je finis sur une dernière question qui va être autour de ce milieu de la boxe, mais tu l'as cité tout à l'heure, et moi, le fan d'anglaise absolu, est obligé de te poser une question là-dessus. C'est comment de travailler avec Iron Mike Tyson ? C'est aussi la première question que m'a posée John Jones quand il m'a rencontré. Écoute, j'ai que des souvenirs assez fous parce que depuis une heure qu'on se parle, là, on se parle de plein de stars et de stars en devenir. Là, on est à un autre niveau. C'est la légende. Il en reste plus beaucoup. Hein. Il y a Michael Jordan, il y a Mike Tyson. C'est les mecs des années 80, Franck. Ouais. Michael Jackson, Jordan, c'était des stars. Le monde entier les connaissait. C'est ça. Sans qu'il y ait des réseaux sociaux. Le monde entier. Mais pour Tyson, c'est encore le cas, quoi. C'est-à-dire que je crois que dans toutes les cités de France, il y a un pitbull qui s'appelle Tyson depuis toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Tyson, c'est vraiment... C'est pas la star, c'est la légende. Je te raconte rapidement les anecdotes pour que tu sentes la différence. Quand on tourne avec GSP au Canada, c'est lui qui vient te chercher à l'aéroport. Quand tu tournes avec Jones, il est avec un avocat, un assistant. Quand tu tournes avec Mike Tyson, on a tourné en Colombie, un pays qu'on aime beaucoup tous les deux. Il y a l'armée colombienne qui l'attend et qui l'escorte. Parce que Mike Tyson, c'est le patrimoine américain. Il peut y avoir des risques d'attentat. Donc, quand je dis à Prime Video, et si on essayait d'avoir Mike Tyson pour le rôle, je me rends pas compte du bordel que c'est. C'est-à-dire que, oui, il y a l'armée colombienne qui l'attend. Tu privatises un étage entier d'hôtels pour sa sécurité. C'est même pas sa demande personnelle. Hein. C'est la demande... Il y a un agent de la CIA qui vient. Oui, les autorités locales font ça. Voilà. Et l'autorité américaine est en relation avec les autorités colombiennes sur il y a Mike Tyson sur le territoire, qu'est-ce que vous avez prévu pour sa protection, dans quel hôtel il sera, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'avoir Tyson sur son tournage. Pour la petite anecdote, la veille du tournage, je dois aller le rencontrer et je monte dans le taxi et mon directeur de prod m'appelle et il me dit bon, on me dit qu'il n'est pas de bonne humeur, tu le verras demain. Donc je n'y vais pas parce qu'évidemment personne n'a envie de rencontrer Mike Tyson quand il est de mauvaise humeur. Donc, je le rencontre le jour du tournage. Jusqu'au moment où il apparaît, Ramsey, qui est un peu plus vieux que moi et qui est fan absolu, il a payé une fortune à un gant signé par Tyson qu'il a chez lui et où il lui a expliqué qu'il s'était fait arnaquer, bref. Donc, jusqu'au dernier moment, on n'y croit pas, quoi, tu vois. Et les autorités colombiennes m'appellent et ils me disent « Ça y est, il est dans sa loge, tu peux aller le voir. » Et il est en train de se faire maquiller. Il se fait maquiller par un homme. Autre anecdote que je peux te raconter. Sur son contrat, il ne doit pas être en contact avec des femmes. Pas pour des questions religieuses ni légales. C'est uniquement pour se protéger lui. C'est-à-dire que tu connais son parcours par cœur. Dans son contrat, il est écrit « pas de contact avec les femmes ». Il savait que j'avais un mauvais anglais. Il a tout de suite dit, l'interprète, il ne faut pas que ce soit une femme.
Donc, c'est pas rien d'avoir Tyson sur ton plateau. Et je rentre dans sa loge, il est côté tatouage, et je me présente, et je lui dis, Mike, je suis très heureux de te rencontrer, on va faire un bon film ensemble. Et très gentil, mais terrifiant. Et il me dit, moi aussi, je suis content d'être là, on va faire du bon travail ensemble. Je sais pas trop quoi dire de plus. Bon, bah, à tout à l'heure, je sors. Ramzy m'attend devant la loge, et il me dit, il est là. Je dis, je te jure, il est là. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, il est là. C'est incroyable. Ouais, vous êtes des gosses, en fait. On est des gosses. Ouais. Et puis là, il y a pas de Ramzy, de H connu et tout ça. Il y a Mike Tyson. Tu n'es personne. Nous sommes tous personne, tu vois. Mike sort de sa loge, et là, l'équipe, c'est une chose qui n'arrive jamais, hein, il arrive, toute l'équipe l'applaudit, tu vois. Et donc, je dis, Mike, voilà, je te présente Ramzy, qui est l'acteur. Ramzy, très timide, il lui dit bonjour. C'est pas comme ça, Ramzy, normalement. Et je lui présente toute l'équipe, et il dit bonjour poliment à tout le monde. Et toute la première matinée, il ne décroche pas un mot. Il nous répond par un signe de tête, par oui ou par non, tu vois. Et je me rends compte qu'il est extrêmement angoissé, en fait. Il a extrêmement peur de mal faire, en fait. Et c'est une scène où il est avec une arme, où il nous braque, c'est son premier plan. Et il regarde à droite, à gauche, il voit que dans le coin, il y a un banc, et il me dit, est-ce que ma femme peut venir là? Parce qu'il est toujours avec sa femme. Kiki. Qui gère sa vie depuis toujours. Et oui, si tu veux, donc Kiki, si vous voulez vous mettre là, et voilà. Et il fait toute la première scène. Puis la matinée se passe bien. Il voit que tout le monde a l'air très cool, que tout le monde est gentil et respectueux. Et à la fin de la matinée, il se détend, il devient cool. Et là, je te raconte ça, on est que tous les deux là. Bien sûr. On coupe pour la pause déj. Il va dans sa loge, il s'allume des trucs où tu dors 3 mois si tu le fumes. Il fume ça, et alors là, c'est Mike, que la rigolade, que des blagues. Et là, c'est le moment où tu peux appeler tous tes potes en FaceTime pour dire, regarde qui je suis. T'es avec Mike. J'ai d'ailleurs une photo où j'appelle Cyril, tu vois, Cyril Gann. Je dis, regarde avec qui je suis. Et là, c'est 2 jours et demi, 3 jours de kiff total, où on est quasiment 24 heures sur 24 avec Mike Tyson, avec Ramzy, et on ne fait que lui poser des questions. Donc, je lui ai tout posé. Raconte-moi Tupac, parle-nous de la prison. Il est dans un truc où il a envie de partager. Il est détendu. Avec les femmes, d'un coup, la clause de pas de femmes qui s'approchent, elle saute parce qu'il voit qu'il n'y a que des gens normaux. Oui, il est plus serein. Enfin, Ouais. Ça a mis quelques heures où, pendant les premières heures, je me suis dit, putain, mais s'il nous décroche pas un mot, je sais pas comment on va faire, tu vois. Mais t'as pré-répondu ma dernière question sur Mike, qui était dans un article il y a quelques années qui expliquait comment il avait changé de vie pour se tourner vers le business du cannabis, notamment, en prenant notamment du venin de crapaud, où il a fait une expérience psychédélique totalement délirante. Et sa femme, dans l'article, raconte et dit, de toute façon, si tu veux connaître la journée de Mike Tyson, tu fais le chemin des culs de joint dans la maison. C'est-à-dire, tu vois, et tu sais où il était le matin, où il était l'après-midi, où il était le soir. Écoute, il fume vraiment beaucoup, mais je pense sincèrement qu'il en a besoin, que ça le calme. En tout cas, nous, ça nous le mettait bien. C'est-à-dire ça en fait un meilleur Mike Tyson. Ouais. Tu sais, il y avait même les moments, évidemment, c'est des souvenirs un peu fous. Quand tu arrives le matin sur ton tournage et qu'il y a Mike Tyson, je te le dis, parce qu'en plus, il y a une vidéo de ça, mais moi, je finis en larmes le dernier jour. Tu vois, et c'était le dernier plan de Mike Tyson, il me prend dans ses bras. Putain, et là, tu te dis, mais tu te fais une petite rétrospective personnelle et un ego trip, mais tu te dis, je dressais des chiens il n'y a pas si longtemps, et là, je fais un film avec Mike Tyson qui est quand même. Moi, il y a Rocky et Tyson, c'est vraiment mes. Et j'ai rêvé de ça, je l'ai, c'était fou, et il a été évidemment adorable. Il a été très. Tu vois, il y a des fois où je me disais, bon, c'est pas un acteur, et puis il a son mythique cheveu sur la langue, tu vois. Donc il y a des tas de fois où je me disais, bon, on va se débrouiller s'il a pas bien le texte. Et je me rappelle d'un matin où il y a tout un plan séquence avec la caméra qui lui tourne, où il expose le plan. Et je me dis, il y a beaucoup de texte, il va pas y arriver. Et je lui dis, Mike, si ça marche pas, on fait tourner la caméra, et puis en fait, on fera tout en voix off, ça marchera aussi très bien. Il me fait juste un signe de tête, il était un peu tôt. Ok, action, et là il m'envoie le texte, et je me suis rendu compte qu'il avait tout bossé, qu'il avait fait les choses sérieusement, qu'il m'avait respecté, et putain, quel kiff incroyable, quoi. Quel kiff incroyable. Et puis ensuite, le film sort, et là c'est pareil, on lui envoie, il regarde, il aime, et du coup il joue le jeu pour la promo. Donc il balance les bandes annonces, les making-of, les affiches, les photos. Et tu te retrouves en photo comme ça avec Mike Tyson sur les 30 millions de followers du compte de Mike Tyson. Et c'est des belles histoires, tout ça. Et comme tu disais tout à l'heure, là, on parle d'autre chose. C'est dans l'histoire des sports de combat, c'est loin d'être le meilleur.
Il y a Ali et lui, hein, entre Ouais. les deux plus grandes superstars de l'histoire de ces sports-là. C'est-à-dire, worldwide et mondialement, c'est les mecs qui sont tout en haut, ça. Et tu sais ce que Tout en Tyson dit quand tu lui parles de Mohamed Ali. Il se sent très, très, très loin de Mohamed Ali. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, en potence, en superstardom, Ouais. c'est les deux intouchables de ces sports-là, vraiment. Écoute, ça se sent quand tu es avec un monsieur comme ça. Il se passe pas. Ta journée n'est pas la même. Pour l'équipe, c'est pas pareil non plus. Pour les Colombiens, d'avoir ramené Mike Tyson chez eux, c'était pas n'importe quoi non plus. Et ouais, c'est des souvenirs à vie. Moi, je suis tellement reconnaissant de la vie, mais j'allais dire aussi de mes partenaires, de me permettre ça, quoi, tu vois, d'un moment de dire après une vidéo, je voudrais Mike Tyson, venez, on essaye. Bah, on essaye et on l'a. Alors évidemment, tu le payes, hein. Mais il vient, on tourne à Bogota, il prend son avion. Ça y est, Mike Tyson, Franck, qui est là pour ton film. Putain, je te jure, c'est des moments incroyables. Et puis surtout, quand t'es devant ce gars, quand je suis devant Jones ou devant Georges, je vois son combat contre Bisping. Quand je suis devant Jones, je le vois étrangler Machida. Ouais. Je vois tout ça, tu vois. Et c'est incroyable. Et je le vois rentrer après sa sortie de prison et revenir à l'UFC. Je vois tout ça. Mais quand tu vois Tyson, tu revois les photos de lui avec Tupac, tu le vois avec Don King, tu le vois habillé en orange sortant de prison. La vie de ce mec est complètement incroyable. Et quand au bout du 2e jour, il est cool et qu'entre les prises, on lui dit « Mike, là, t'as environ une demi-heure parce qu'on change de plan, si tu veux aller dans ta loge. » Il fait « Non, je reste là. » Et tu dis « Bon, là, il est cool, on va pouvoir discuter. » C'est le moment où je lui demande de signer des gants. C'est le moment où on fait les photos. Et c'est le moment où je lui dis « S'il te plaît, raconte-moi Tupac. » Et oui, t'as rencontré Stallone. Moi, je suis un fan de Rocky, raconte-moi Stallone. Et c'est incroyable, quoi, tu vois. Et il n'y a que le cinéma qui peut te permettre de vivre des choses comme ça. En Colombie, tu aurais pu aussi leur faire plaisir avec Roberto Duran. Tu sais que ma belle-mère, la première fois qu'elle me rencontre, quand ma femme lui explique ce que je fais dans la vie, le premier mot qu'elle sort, c'est Roberto Duran. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Ouais. Fascination pour un des plus grands boxeurs de l'histoire, bien sûr. Merci beaucoup, Franck Gastambide. Avec C'était plaisir. un plaisir énorme de partager ce moment et de discuter de notre passion commune et puis de tes projets sur La Cage saison 2. Donc rendez-vous en novembre 2026, si je me souviens. Ouais, il y aura des choses j'ai d'ici bien là, compris. Ouais. mais ça sera ça. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour Jab Life. Merci, Herbie. On se retrouve très vite de toute bientôt, façon ouais, sur les j'espère. événements de MMA et ailleurs. Salut. Ciao. Ciao.